Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir sur cet atelier de l'instant numérique 2016. Et donc le département veut traduire à travers ces ateliers donc, les ambitions du territoire de la Loire pour développer donc, son schéma directeur territorial d'aménagement numérique. Donc nous avons plusieurs intervenants qui vont parler de la santé connectée cet après-midi. Et on va essayer justement de se connecter aussi avec le public. Donc vous n'hésiterez pas à poser des questions à nos orateurs et je vais vous les présenter très rapidement. Alors c'est vrai que le thème de notre atelier est assez large, hein, c'est celui de la télémédecine, de la santé connectée. Et derrière ces libellés, on peut y mettre tout le développement des serious games, des objets connectés, des applications de santé, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la télémédecine, le social robot, le robot émotionnel, on en parlera tout à l'heure. Donc on va découvrir ensemble les enjeux justement de cette santé connectée à travers nos 3 témoignages et les différents intervenants donc, qui ont accepté de participer cet après-midi. Donc déjà vous présenter Madame David qui a un bébé phoque sur les genoux, ça doit vous étonner, elle nous dira pourquoi. Donc Madame David est cadre de santé à la Mutualité française de la Loire-Haute-Loire et intervient dans les EHPAD, donc établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. À ses côtés, elle est accompagnée par Madame Lab, qui est psychologue, qui intervient également à la Mutualité française Loire-Haute-Loire dans différents établissements du réseau Mutualité sur le département de la Loire, et qui nous parlera également de ce petit phoque. À leur côté, il y a Monsieur Mourier, qui est directeur commercial pour la société Gérip, qui nous présentera, je dirais, l'historique de cette société, qui est spécialisée dans la conception de solutions numériques dans le domaine de l'orthophonie notamment, et puis également dans le domaine de la remédiation cognitive et linguistique, donc il pourra nous expliquer en quoi ça consiste techniquement. Et puis enfin, monsieur le docteur Legrand, qui est psychiatre au centre hospitalier de Sainte-Marie à Clermont-Ferrand, et qui va nous exposer en fait une expérimentation qui s'est menée en téléconsultation en psychiatrie, la télépsychiatrie. Voilà, qui est une expérimentation qui est conduite depuis 2013, je crois. Donc pour ne pas parler davantage, hein, puisque le temps est assez compté, puis on espère pouvoir susciter des réactions de votre part, des questions, des échanges, je vais laisser la parole au docteur Legrand qui va donc introduire cet atelier pour justement nous présenter en synthèse en quoi consiste la téléconsultation, dédiée à un public particulièrement fragilisé, hein, les personnes qui ont des pathologies psychiatriques. Et puis également, en quelques mots, nous préciser le contexte de cette expérimentation, les premiers résultats que vous avez pu observer, et puis comment on va pouvoir peut-être développer ce type de télémédecine. Merci M. Rennes. Je voulais aussi remercier le département de la Loire de me permettre d'intervenir sur ce sujet. Donc on va parler un peu de télépsychiatrie. C'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant d'associer, on va dire, la téléconsultation avec la psychiatrie de prime abord. En fait, si on regarde un peu historiquement quand même ce qui s'est passé au niveau de la téléconsultation en France, on s'aperçoit que finalement la psychiatrie a été l'une des premières disciplines à mettre en place des expériences en fait, de téléconsultation assez tôt, hein, pour le coup. Donc c'est pas finalement très surprenant de parler de télépsychiatrie au jour d'aujourd'hui sur ce salon numérique. Alors le contexte, je me suis vraiment rendu compte en branchant ce matin mon GPS pour venir ici à Roanne, parce qu'en fait je me suis aperçu que la distance Clermont-Ferrand-Roanne et Clermont-Ferrand centre de jour de You, alors vous allez comprendre pourquoi je parle de ce centre de jour, sont finalement équivalentes. Alors il faut 1h10, 1h15, si on roule un peu vite, 1h10, et il faut 1h04 pour aller en fait au centre de jour de You. Alors le centre de jour de You, je ne sais pas si tout le monde sait comment fonctionne la psychiatrie en France, mais la psychiatrie en France elle est sectorisée, c'est-à-dire quel que soit notre lieu d'habitation, on va dépendre en fait d'un secteur de consultation et d'un secteur de consultation gratuite. Hein, c'est comme ça que fonctionne la psychiatrie en France. Et donc,
le centre de jour de You, en tout cas la région de You, ce qu'on appelle les Combrailles, dans notre département, dépend en fait de la prise en charge du centre hospitalier Sainte-Marie de Clermont-Ferrand. Et donc, dans ce contexte-là, ce centre de jour, comme vous le comprenez, il faut 1 heure pour y aller. Vous connaissez un petit peu les horaires en fait, des soignants, c'est-à-dire qu'un soignant, ça commence à 9 h et ça finit à 16 h. Si on compte le temps de trajet qui fait partie du temps de travail, ça réduit beaucoup, on va dire, les possibilités de consultation. Donc on a décidé de répondre à un appel à projet de l'ARS Auvergne concernant la téléconsultation et la psychiatrie au centre hospitalier de Sainte-Marie. Donc l'objectif était de réaliser en fait une télépsychiatrie, des téléconsultations en psychiatrie entre le lieu où est situé l'hôpital de Sainte-Marie, donc sur Clermont-Ferrand, en plein centre-ville, vers le centre de jour, qui est un petit bâtiment. En fait, c'était une maison, une ancienne maison de mineurs qui a été un peu réhabilitée, vers ce centre de jour, centre médico-psychologique de You-Montjoie. Donc le bassin de population qui est accueilli par le centre de jour de You, c'est à peu près 50 000 habitants et c'est une population essentiellement rurale qui habite dans les Combrailles. Alors cette expérimentation, on vous le disait tout à l'heure en introduction, a été lancée en fait depuis 2013 et actuellement on utilise donc toujours l'outil de télépsychiatrie et vous verrez même au niveau des chiffres qu'il s'est bien développé au fil des années. Donc les 5 psychiatres du secteur, donc c'est le secteur 63G03, donc le 3e secteur du Puy-de-Dôme qui intervient. Les 5 psychiatres ont accepté en fait de participer à l'expérimentation, en sachant que sur les 5 psychiatres, il y avait un psychiatre déjà qui était dédié 3 fois par semaine à la prise en charge en You. Donc ça veut dire que tous les matins, elle prenait sa voiture et elle montait à You, elle redescendait le soir sur Clermont-Ferrand 3 fois par semaine. Donc la prise en charge du patient initialement était uniquement pour des patients qui avaient été hospitalisés dans les unités. Pour simplifier, on va dire, le lien, la connaissance, il fallait vraiment qu'on connaisse quand même un peu le patient, pas prendre des patients des nouveaux. Et on a préféré au début, en fait, avoir comme critère des patients qu'on connaissait déjà, qu'on avait eu en hospitalisation et qu'on allait suivre plus facilement. Et évidemment aussi après 3 consultations, ou on va dire après 3 consultations en face à face et en alternance au début. C'est-à-dire que tous les trimestres, on avait des consultations donc, de télémédecine qui se déroulaient, alors ça dépend un petit peu de la fréquence de consultation, ça peut être parfois 1 fois par semaine jusqu'à 1 fois par mois, mais en tout cas tous les trimestres il y avait une consultation en face à face initialement qui était effectuée donc sur Clermont-Ferrand. La participation soignante était aussi indispensable dans le sens où puisqu'il n'y avait pas de personne, enfin seul le patient était présent sur le centre de jour de You, donc il fallait qu'une infirmière soit présente à côté du patient au moment de la téléconsultation. Donc la participation soignante a été très active pour cette expérimentation. Alors il n'y a pas eu de restriction qui a été mise en place quant au diagnostic du patient, parce que voilà, quand on fait un peu la revue de la littérature sur la télépsychiatrie, certains contre-indiquent, on va dire, la télépsychiatrie pour les patients qui souffrent de psychose, donc qui ont potentiellement des hallucinations, des syndromes délirants. En fait, les études sont très contradictoires et on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment, on va dire, de contre-indication qui peut être établie au niveau du diagnostic. La seule contre-indication qui est vraiment relevée, ça serait un syndrome délirant qui serait de thématique sur les moyens numériques, ce qui n'est pas très très fréquent, on va dire, à l'heure actuelle, ce qui viendra peut-être par le devenir. Voilà, donc il n'y avait pas de restriction. Comme je vous le disais, la présence infirmière était indispensable pour la téléconsultation, puisqu'on ne pouvait pas laisser le patient seul avec le matériel et dans la salle. C'était vraiment important qu'il y ait une infirmière qui soit présente. C'était finalement le premier frein qui a été mis en évidence, notamment au niveau médical. Les médecins avaient l'habitude, on va dire, d'avoir un entretien individuel avec le patient et introduire une nouvelle personne dans la relation thérapeutique a posé beaucoup de questions. En fait, ça s'est très très bien fait, c'est-à-dire que
peu à peu, l'infirmier qui était présent en téléconsultation a pris une fonction dans la psychothérapie. Il représentait quelque chose, et voire même il y a certains patients qui passent par l'infirmier pour donner des informations. Donc, il y a vraiment une triangulaire qui se crée. Alors je fais comme ça parce qu'en fait on a deux écrans devant nous en téléconsultation. Je n'ai pas pu vous amener de photos sur la slide, mais on a donc un écran qui est une caméra. Je devrais plutôt dire les choses comme ça. On a 3 caméras en fait qui sont sur le centre de jour de You, une caméra d'ensemble, une caméra qui est focalisée sur le patient et une caméra qui permet de voir l'infirmier. Ça, on a vraiment demandé de pouvoir avoir aussi l'infirmier, voir quelles étaient les réactions de l'infirmier pour vraiment appréhender tout ce qui pouvait se passer au cours de la consultation. Donc sur l'écran de gauche, on a le patient, en fait on voit le patient, comme s'il était en fait assis devant nous, et sur l'écran de droite, généralement, les médecins ont choisi d'avoir une vue d'ensemble entre donc le patient et l'infirmier qui est à ses côtés. Donc la présence de l'infirmière était par contre indispensable pour un rôle de rassurance et de soutien pour le patient face à ce nouveau mode relationnel, surtout en psychiatrie, et puis surtout de pallier à l'absence physique du psychiatre et éventuellement, encore une fois, alerter le psychiatre si jamais il constatait des symptômes particuliers qu'on ne pouvait pas constater via la caméra. Alors comme vous le voyez, ça a bien fonctionné. On a commencé donc en 2013 sur 6 mois, cette expérimentation. On a eu 80 actes, ce qui fait à peu près 15 patients. Alors vous voyez qu'on suit très souvent nos patients en psychiatrie. On est dans la psychothérapie, donc c'est des entretiens très très réguliers, avec des moyennes de séances par patient qui sont toujours entre 2,5, 3, 3,5, qui ont augmenté au fur et à mesure en plus. Les points positifs, c'est que réellement, les médecins et les soignants étaient très très satisfaits de la prise en charge par télépsychiatrie, avec une bonne qualité, on va dire, d'intervention et surtout une avancée au niveau des symptômes et de l'évaluation du patient, une avancée dans la psychothérapie, c'est-à-dire que vraiment de passer par le numérique ne rompait pas et ne modifiait pas finalement la prise en charge et la bonne qualité de prise en charge qui pouvait être initialement faite en face à face. Alors, ce qui était surtout relevé par les patients, c'est que le patient avait le libre choix du psychiatre. Comme je vous ai dit, jusqu'à présent, jusqu'avant cette expérimentation, un seul psychiatre pouvait consulter sur le centre de jour de You. Là, ça offrait la possibilité au patient de voir 5 psychiatres de son choix, puisqu'on est 5 sur le secteur. Ça, c'est quelque chose aussi d'important. Et donc, tous les patients qui ont été interrogés ont été satisfaits de leur prise en charge par téléconsultation, et cette expérimentation a même fait l'objet d'une thèse de médecine du docteur Lassi. Alors les points négatifs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine dépendance aux infirmières. Il ne faut pas se mentir, la question elle est aussi financière, c'est-à-dire que derrière toutes ces questions de mise en place de téléconsultation, on se dit tiens, est-ce qu'on va gagner aussi un peu d'argent à ne pas envoyer un psychiatre 3 fois par semaine à You? Est-ce qu'on va avoir un bénéfice ou pas à ça? Et aussi sur les bons de transport, parce que les coûts des transports sont quand même assez importants pour nos patients qui souffrent de handicap. Finalement, l'infirmière, elle est vraiment indispensable. C'est-à-dire qu'on sait qu'un transport, je donne des chiffres à peu près entre Clermont-Ferrand et You, l'aller-retour, c'est à peu près 400 € pour un véhicule. C'est-à-dire que le coût de la consultation plus est égal en fait à 400 € plus le coût de la consultation en psychiatrie. Là, on a le coût du matériel. Alors certes, c'est un investissement. Après, il n'y a pas, on va dire, sur les années, ça se rentabilise. Mais il y a quand même, on va dire, la question de la présence de l'infirmière. Donc on a besoin d'une infirmière quand même qui est dédiée à ce temps de téléconsultation. Donc voilà, les choses doivent quand même se discuter. Moi, ce que je déplore un tout petit peu pour l'instant, c'est qu'on n'a pas, moi je n'ai pas trouvé, en tout cas dans la littérature, d'analyse médico-économique sur l'intérêt de la télépsychiatrie. Et ça, je pense que dans l'avenir, ça sera sans doute très intéressant de lancer des études médico-économiques avec tous les acteurs pour voir quel serait le bénéfice de lancer les choses. Besoin de coordination, c'est-à-dire que moi, je suis assez rapidement aperçu
Il fallait aussi communiquer avec l'infirmier, c'est-à-dire que quand on est seul dans notre cabinet avec le patient, enfin les interprétations, tout le travail, on va dire, de recul par rapport à ce que le patient a pu nous dire, on le fait tout seul. On le fait à un autre moment, on le fait entre deux consultes, on le fait durant la consultation. Sauf que là, l'infirmier, eh ben, lui aussi, il a besoin à un moment de pouvoir dire ce qu'il a ressenti durant la consultation, pouvoir poser des questions aussi, essayer de comprendre pourquoi il y a eu une intervention à ce moment-là, quelle intervention du patient. Donc ça demande aussi du temps, on va dire, de débriefing avec l'infirmier, avec les équipes derrière, pour pouvoir vraiment faire en sorte que les prochaines consultations soient de qualité. Ça, c'est aussi un élément à vraiment prendre en compte. La contrainte matérielle, c'est vraiment la seule qui a été vraiment très très pénible, parce que de temps en temps il y avait des transmissions qui n'étaient pas de bonne qualité. Ça, c'est juste une question de débit et une question de coût. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'argent pour développer cette technique. Donc on a fait un choix en fait d'un débit qui était un peu moyen au niveau de la qualité. Donc parfois il y avait des petites micro-coupures qui pouvaient exister. Et ça, après, c'est juste une question de technologie. À mon avis, c'est quelque chose qui va rapidement avancer dans le temps. Et comme vous voyez, donc, en perspective, les choses ont vraiment évolué. Alors en termes de chiffres, on est passé de 80 actes en 2013, en 2015 on est à 500 actes quand même, c'est pas négligeable, avec 70 patients qui sont régulièrement suivis en télépsychiatrie. Pour vous dire ce qu'on avait initialement mis en place pour l'expérimentation, c'est-à-dire une consultation tous les trimestres en face à face, ça a été totalement supprimé parce qu'on s'est aperçu que ça n'avait plus aucun intérêt et que les patients finalement étaient plus contraints à venir, à faire le trajet en taxi pour venir nous voir en consultation, et ils préféraient largement aller sur le centre de jour qui était qu'à quelques kilomètres de leur domicile par leurs propres moyens plutôt que de venir en face à face. Ça s'est développé aussi, c'est-à-dire qu'à partir de 2014, on a rapidement lancé les synthèses avec les équipes pour parler aussi des patients qui venaient en hospitalisation ou qui étaient pris en charge en centre de jour, et aussi dans le sens de ce que je vous disais dans le cadre du débriefing post-suivi psychothérapie avec les patients. Des séances d'éducation thérapeutique, de psychoéducation, qui ont été mises en place aussi en 2015 avec la pharmacienne, et puis depuis cette année, le début des actes avec le psychologue, alors qui initialement a vraiment rencontré d'abord les patients sur le centre de jour de You, et après tout doucement a réussi à luxer, si j'ose dire, la consultation sur de la téléconsultation. Alors c'est un psychologue qui a quand même une obédience cognitivo-comportementale, c'est quand même à noter, parce que voilà, on n'est pas sur de la prise en charge analytique, même si moi je dirais que la prise en charge d'inspiration analytique est tout à fait possible et envisageable par la télépsychiatrie, puisque certaines psychothérapies et certains, en tout cas psychiatres, utilisent, on va dire, ce type de psychothérapie avec les patients. La diététicienne aussi intervient maintenant sur le centre de jour, et on fait également du lien avec les foyers occupationnels de la région. Donc on est plus dans la télé-expertise maintenant, qui s'est lancée avec cette technique. Voilà, j'espère pas avoir été trop long. Merci, on peut peut-être profiter d'un petit temps d'échange sur votre intervention. Je vais juste amorcer peut-être une première question. Je pose la question quand même du public particulièrement fragilisé que vous accompagnez. Est-ce qu'il y a eu des résistances lors de la mise en place de cette expérimentation? Alors vous nous dites qu'effectivement au bout de 3 ans ça marche bien, ils ne veulent pas revenir en arrière, mais au départ, est-ce que des personnes qui auraient peut-être des troubles un peu plus avérés, avec des troubles du comportement, est-ce que cette support numérique n'est pas un peu contradictoire avec votre métier qui quand même porte sur la relation? En réalité, il y a eu quasiment aucune réticence, puisque sur tous les patients auxquels on a proposé la télépsychiatrie, une seule patiente a refusé. Et je dirais que c'est totalement, pour des raisons qui sont totalement indépendantes des questions symptomatiques ou de diagnostic. Très
très authentiquement, tous les patients ont été vraiment très satisfaits, quel que soit le diagnostic, de la névrose à la psychose, aux troubles de la personnalité. Il n'y a vraiment pas eu de difficulté d'acceptation au niveau de la technique. Vraiment pas. Est-ce qu'il y a des réactions à chaud, et puis après on aura un temps, après les 3 présentations de débriefing de toute façon. Les échanges sont en direct, il y a rien de sauvegardé, vous avez signé des... Alors, il y a des consentements, bien sûr, qui doivent être signés pour les patients. Il y a des consentements, bien sûr, qui sont signés pour les patients avant d'entrer dans le processus de télépsychiatrie. Mais bien sûr, aucune donnée n'est conservée. Alors, il y a des possibilités, puisqu'on passe par une société qui nous a donné une possibilité d'enregistrer et également d'associer un dossier médical, puisque les entreprises ont bien évolué et proposent, on va dire, maintenant des offres assez complètes. Nous, on a fait le choix de ne prendre que, on va dire, le lien. Alors, d'une part, parce qu'on a déjà un dossier médical qui est numérique, donc c'était pas compatible. Alors, là, je pense que ça aussi, c'est une grande question. La question de la compatibilité, c'est bien d'avoir plein d'outils innovants, de nouvelles technologies, mais souvent, ils ne sont pas compatibles les uns avec les autres. On ne peut pas transférer les données facilement. Et là, c'était un peu le cas. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas transférer les données et on souhaitait vraiment rester sur notre réseau. En plus, c'est des réseaux qui sont très sécurisés. Donc, on n'a pas fait ce choix de dossier médical. Par contre, ce qui passe par la téléconsultation, c'est l'ordonnance. C'est-à-dire qu'il y a un scanner qui est relié au système de téléconsultation et on envoie l'ordonnance au patient par le système de téléconsultation. Mais toutes les données sont effacées à la fin de la journée. Il n'y a pas de conservation des données. Une autre question, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la séance d'éducation thérapeutique avec le pharmacien? En quoi ça consiste? Alors, le pharmacien, en fait, a dans ses missions également d'informer le patient au niveau des thérapeutiques psychotropes qu'il prend. C'est de l'éducation, on va dire, d'information qui est donnée au patient, qui peut être donnée de manière collective ou individuelle par le pharmacien. C'est-à-dire que le pharmacien est dans sa pharmacie et il fait une téléconsultation avec la personne qui est au centre de l'eau? Tout à fait. De la même façon que nous on consulte, il est à notre place et c'est lui qui donne les informations via l'écran de télémédecine. Monsieur avait une question également. Est-ce qu'il existe des projets d'étendre ce type de téléconsultation avec d'autres types d'établissements comme les centres hospitaliers généraux, les établissements de patients? Alors nous on est un établissement privé à but non lucratif, donc pour l'instant je n'ai pas entendu spécialement de projet. À un moment on parlait de lien avec les EHPAD, parce qu'on sait que ça c'est quelque chose donc, plutôt de téléexpertise. Je pense que ça va se développer dans les années à venir. Là c'était vraiment une phase d'expérimentation première et les choses vont sans doute se développer dans les années à venir, sans aucun doute. L'infirmière présente pendant la consultation, est-ce qu'elle relate une relève sur un dossier informatisé à qui elle transmet les informations? Tout à fait, elle utilise des transmissions ciblées du système informatique pour relayer l'information. Ce qu'elle a vécu pendant la consultation. Tout à fait. Moi je tiens aussi réellement à rencontrer les équipes en télémédecine aussi, pour le coup, et je fais le point avec elle une fois par mois et on parle des patients qu'on rencontre en télémédecine. Pour une dernière question. Au niveau des patients, vous avez exprimé leur satisfaction, mais vous, en tant que thérapeute, est-ce que vous avez l'impression d'avoir le même résultat et la même satisfaction dans les résultats tangibles, s'il y a des résultats tangibles en psychiatrie? Il faut être prudent sur le Oui, il y a des tangible. résultats en psychiatrie, heureusement. Oui. Non, mais c'est j'ai envie de question dire, tangible, je ne sais pas s'il faut dire tangible ou Oui. appréciable. Appréciable, c'est sûr. Après, les résultats, c'est très individuel en psychiatrie, c'est-à-dire que ça dépend de la relation à un patient. On ne peut pas non plus, on va dire, transposer tous nos suivis sur l'ensemble des patients. J'aurais du mal à répondre à cette question, mais en tout cas, si on continue la relation thérapeutique par télépsychiatrie, c'est que ça fonctionne.
Si le lien est présent, je pense que ce qui est vraiment important dans le travail de psychiatrie et dans le traitement en psychiatrie, c'est la relation qu'on a au patient et tout le lien qu'on peut créer avec le patient. Et je veux dire, finalement, c'est un excellent outil de lien, la télépsychiatrie. Il n'y a pas de frustration de votre part, enfin quelque chose qui manque ou... Si, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais on va dire surtout quand les patients sont très symptomatiques, quand parfois la qualité d'image est assez mauvaise, quand on ne remarque pas certains signes, ça peut arriver qu'on ait une certaine frustration. Après, encore une fois, l'infirmier qui est à côté peut rattraper, on va dire, certaines choses, et puis le lien fait qu'on arrive à rattraper ces petites frustrations. Mais vraiment, on a l'impression d'être en entretien. On a tout fait en plus pour que ça se passe comme dans un entretien. On est assis derrière notre bureau et le patient est assis derrière une petite table avec les micros qui sont présents et on retrouve vraiment l'organisation d'une consultation. Donc on s'habitue rapidement finalement à l'outil, quitte même à l'oublier, j'ai envie de dire. Moi je ne me rends même plus compte à un moment qu'on est en télépsychiatrie. On a même un appareil mobile. Alors moi je l'utilise pas, j'utilise l'appareil fixe, mais on a un appareil mobile qu'on peut mettre dans notre bureau, c'est-à-dire juste en face de nous, à la place du patient. Voilà, ça avait été aussi envisagé et un des médecins du secteur utilise en fait cet appareil mobile. Mais vraiment, voilà, on est satisfait. Je vous remercie, docteur. On va garder votre question, madame, juste en suspens, et puis on essaiera à la fin des interventions de se rappeler de vous pour que vous puissiez la reposer. Je vais demander donc à madame David et puis à madame Lab de nous présenter ce robot qui en fait s'appelle Paro, qui est un robot interactif et émotionnel, pour justement voir comment la mutualité de la Loire s'en est emparée. Pourquoi et quels sont les effets, on va dire, thérapeutiques sur les résidents des EHPAD sur le département de la Loire. Alors, je vais d'abord vous présenter Paro, notre petit phoque. Je le mettrai en route tout à l'heure. Il fait à peu près 2,5 kg. Il a 7 moteurs, 12 capteurs, 3 micros. Il réagit à la façon dont on lui parle, à la façon dont on le caresse ou qu'on le tape, enfin voilà, dans la façon dont on prend soin de lui. Alors c'est un concentré d'intelligence artificielle qui peut nous aider à prendre soin des résidents d'EHPAD autrement que ce qu'on fait aujourd'hui. Pourquoi la mutualité française a fait ce choix de Paro? D'abord, on fait une étude actuellement, enfin 2 études, une étude ethnosociologique qui commence, le début de l'étude a démarré il y a à peu près 1 an, mais on commence réellement à avoir les labos qui viennent faire les études dans nos établissements, donc 10 EHPAD sur 18 mois, ça fait un panel de résidents important, c'est ce qui intéresse les labos universitaires. Pourquoi ce Paro? Parce qu'on voulait essayer justement d'intégrer une technique non médicamenteuse pour prendre soin des résidents qui ont maladie d'Alzheimer ou démence associée, des troubles du comportement. Et puis, ça c'est plutôt sur la partie ethnosociaux. Et au niveau de la partie clinique, l'étude clinique va se faire sur la douleur induite par les soins. Donc pas forcément avec des résidents qui ont des troubles cognitifs, mais avec des résidents qui sont douloureux. Voilà pour le but, pourquoi la mutualité a fait ça. On a bien évidemment on a les aides du Fonds des SAM et puis j'ai un trou. La Fondation de l'Avenir, voilà. Et avec donc 3 labos universitaires qui viennent faire les études parce que nous on n'est que soignants et on va mettre nos pratiques soignantes au quotidien et ce sont les universitaires qui vont venir faire ces études sur Paro. Voilà un petit peu pour le lancement de l'étude. Je vais vous l'allumer pour voir un petit peu comment il réagit et Martha, notre psychologue, va un peu plus vous dire qu'est-ce qu'on attend sur qu'est-ce qu'on attend par rapport à la prise en charge des résidents. Voilà. Alors
effectivement, on observe souvent les troubles du comportement chez les personnes âgées. Il s'ajoute au tableau clinique des troubles cognitifs et des troubles du langage. Donc, étant donné que le paro est un robot émotionnel et thérapeutique, on espère qu'il va nous aider à déjà anticiper les troubles du comportement, mais aussi à limiter les troubles qui existent déjà. Donc, en pratique, on va utiliser peut-être avec les personnes qui présentent des angoisses, aussi des angoisses nocturnes, donc pour ceux qui ont les troubles du sommeil. On va utiliser peut-être comme une stimulation pour les personnes qui sont apathiques, qui sont indifférents. Pourquoi pas à la place des traitements si besoin, pour ceux qui sont agités, pour ceux qui sont angoissés, pour ceux qui déambulent, peut-être pour leur permettre de se poser. Paro favorise aussi la communication, donc ça va être un bon moyen aussi d'entrer en contact, aussi bien pour les soignants que pour les familles qui ont souvent les difficultés à discuter avec leurs proches, parce que la communication avec les personnes âgées n'est pas toujours facile. Il évoque beaucoup d'émotions, les émotions positives et négatives, donc c'est des choses qu'on pourra peut-être travailler aussi derrière. Donc voilà, ça va être en plus dans la prise en charge de nos résidents. Vous avez peut-être des questions, on ne peut pas trop parler parce que c'est vrai qu'il attire beaucoup d'attention. Donc, je vous laisse peut-être poser des questions et comme ça serait mieux. Après, on l'a déjà. Alors, avant de lancer l'étude, on l'avait utilisé. Tiens, je te le donne. On l'avait utilisé une quinzaine de jours sur 2 établissements, justement pour voir un petit peu qu'est-ce que c'était, où on voulait aller, où on voulait pas se lancer sans rien savoir. Et du coup, on l'a utilisé dans un canton, on l'a utilisé avec une personne qui déambulait, qui n'arrivait pas à se poser, qui était fatigable, qu'il fallait contentionner après, voilà. Et du coup, quand on lui a présenté Paro, ça lui a permis de se poser. Et puis, ça a favorisé la communication avec cette personne qui ne parlait pas forcément, ni au groupe, ni aux soignants d'ailleurs. Et du coup, voilà. Alors, je ne vous dis pas que ça l'a posé pour toute la nuit. Ça a permis de le poser pendant 20 minutes, une demi-heure. Il a pu se reposer, on a pu échanger avec lui. Et du coup, on a trouvé que c'était plutôt une bonne expérience. Sauf que, qu'est-ce qui a fait qu'il s'est posé? Est-ce que c'était la nouveauté? Est-ce que c'était vraiment la façon dont on lui a présenté? Donc c'est pour ça que l'intérêt d'avoir une étude sur 18 mois, c'est de voir si dans la durée, ce qu'on remarque au début, toutes les observations qui vont être faites par les labos au début, si elles seront les mêmes au milieu, à la fin, et puis voilà, de voir un petit peu comment on peut après l'intégrer dans nos soins. Alors après, moi, pour ma part, je l'ai présenté à l'équipe en leur disant qu'il fallait qu'ils l'intègrent dans leur organisation de soins. Je ne leur ai pas donné de directive parce que je pense que chacun peut avoir des idées pour utiliser Paro. Et puis après, on se disait que peut-être, au fil du temps, on va arriver à se dire, tiens, on pourrait peut-être l'utiliser pour ça. Et des choses, par exemple, Paro, à la fin de la journée, il faut lui passer un petit produit désinfectant et le nettoyer. Donc on a nommé un référent par EHPAD qui va un peu s'occuper de ça. Pourquoi pas intégrer un résident qui avait à domicile un animal de compagnie et qui s'en occupait. Et après, on peut tout envisager. Donc ça va nous permettre de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec Paro. On l'a également essayé sur une personne qui était douloureuse, donc qui avait une prémédication avant un soin d'escar douloureux. On ne lui a pas donné la prémédication, on a été très méchants, et on lui a présenté Paro, et on a les soignants, en même temps qu'elles ont fait le soin, elles ont rempli l'échelle de la douleur, il n'y a pas eu de douleur de la personne. Donc là, pareil, est-ce que c'est vraiment... après, on a un petit peu biaisé par le fait de la nouveauté, on lui a un peu changé les idées. Est-ce que ça va marcher 1 fois, 2 fois, 3 fois? Est-ce que ça va marcher plusieurs fois? Est-ce que ça va marcher pareil pour toutes les personnes? Ça, c'est pas sûr. Là, on est en phase de découverte. On va déjà voir l'intégration des résidents. Est-ce qu'ils vont intégrer Paro correctement? Également les soignants. Est-ce que les soignants vont vouloir s'en servir? Est-ce qu'ils vont dire non, là c'est infantilisant, on ne va pas s'en servir?
et également les familles, parce que la relation famille, soignant, patient n'est pas d'elle importante. Et du coup, voilà, on espère en tout cas que ça crée du lien social et que ça apporte quelque chose à la communication avec les résidents, les soignants et les familles. Voilà. Merci pour cette présentation. Restez ici, on va essayer de vous poser quelques questions. Moi j'en ai une pour débuter, c'est vous avez parlé d'une expérimentation qui débutait, donc vous avez pu voir les premières réactions des professionnels, des résidents et de leurs familles. Vous avez parlé peut-être de certains qui avaient un regard un peu critique en pensant que c'était très infantilisant, parce que c'est vrai quand on le voit, on a l'impression de voir un jouet d'enfant. Donc comment vous y répondez lorsque vous avez ce type de réaction? Alors après, je pense que c'est pareil, tout s'explique. C'est pas une peluche, c'est pas quelque chose qu'on va laisser au résident en lui disant allez, lui il est un peu énervé, on va le mettre avec Paro et puis il va se calmer. Non, il y a vraiment un soignant, c'est dans le but on peut appeler ça un atelier thérapeutique, un suivi de soins, enfin en tout cas prendre soin autrement. Et on peut l'expliquer ça aux résidents et aux familles. Alors c'est vrai que les résidents, pour l'instant avec lesquels on a utilisé, c'est des résidents qui ont plutôt des troubles cognitifs et Paro est plutôt bien accueilli. Après, voilà, il fait moins peur qu'un animal qui serait un chien, un chat, parce qu'ils n'ont pas peur de morsures, de griffures, enfin voilà. En plus, il paraît tout doux, donc ils ont vite envie d'aller le toucher. Quant aux familles, on explique que c'est on va dire un objet de médiation pour arriver à faire tout ce qu'on veut faire avec Paro. Mais je crois que la communication, elle est très importante quand on arrive comme ça à amener des nouvelles technologies. En tout cas en EHPAD, mais je pense partout ailleurs. Il faut expliquer. Sans communication, sans explication, c'est compliqué. Mais même avec les soignants, il y a des soignants qui sont un peu réfractaires. Et bien, justement, l'étude, elle ne se fait pas sur une étude sur 18 mois, il n'y en a jamais eu. Il y a eu quelques études sur 45 jours. 45 jours, c'est quand même très court. Voilà, les soignants qui sont un peu réfractaires au début, est-ce qu'ils le seront encore après? Voilà. Alors, comme on a dit avant, c'est lancé dans les recherches, on a essayé déjà le Paro avec les résidents, ce qui est rassurant aussi. On a essayé dans une petite unité, donc les personnes qui présentent les troubles cognitifs, et c'était très très positif. En fait, les personnes qui n'ont pas vraiment l'habitude de parler, ils ont commencé à discuter entre eux, en disant voilà, oh mon petit bébé, tu pleures, c'est-à-dire voilà, ils projettent certaines émotions. Nous, après, on peut travailler sur sa manière, donc ça restait assez positif. À voir si à long terme, comme on a dit, si ça dure. Au début, vous avez dit ne pas avoir donné de réelles directives au personnel soignant et leur laisser toute l'attitude. Est-ce qu'il y a eu quand même une période de formation? Parce que là, vous nous dites aussi, l'idée, c'est pas de laisser aux résidents et en gros, prends ton doudou et calme-toi. Donc j'imagine que ça demande quand même au niveau du personnel une certaine formation. Il y a des protocoles qui ont été mis en place. Alors, du coup, nous, on est très dépendants des labos, des chercheurs sur les études. On a 2 labos qui nous font les études socio-ethno, donc on a 2 labos qui travaillent complètement différemment. Donc moi, dans l'établissement où je suis, on a un labo qui est venu me dire « Moi, je veux qu'il n'y ait rien de prévu à la fois. Je vais travailler sur l'observation, des entretiens informels avec les soignants, avec les familles, avec les résidents. Et s'il n'est pas utilisé, qu'il est au placard, ça veut aussi, on peut quand même utiliser ça pour notre étude. » Et il y a un deuxième labo qui, donc sur les 10 EHPAD, les 2 labos se partagent 5 EHPAD. Sur les 5 autres EHPAD, l'autre labo travaille complètement différemment. Il veut que le personnel soit formé, il veut écrire des protocoles avec le personnel. Alors, comme c'est pas le labo que je connais pas, je me suis un peu noté les trucs, mais voilà, c'est 2 approches complètement différentes et qui, moi, les 2 me vont. Et puis voilà, je trouve que pour que l'étude soit complète et puis soit efficace et puis veuille vraiment dire quelque chose, je pense qu'il faut vraiment jouer le jeu en fonction de eux, comment ils veulent l'amener. Donc voilà, ils veulent permettre vraiment une formation de personnel soignant pour déjà leur faire appréhender Paro.
ils vont faire un recueil d'informations sur les représentations des soignants pour voir pour eux justement qu'est-ce que ces parents, un jouet, un doudou, quelque chose d'utile, de pas utile, voilà. Et puis après, ils feront un échange pour créer les protocoles. Dans un deuxième temps, il y aura l'habituation, donc il va y avoir la familiarisation avec Paro. Par contre, là, ce labo-là va filmer les équipes et l'utilisation de Paro. Paro peut s'utiliser soit seul, par exemple, Martha, la psychologue, en entretien, elle va pouvoir utiliser Paro seul à seul avec son patient, son résident. Il peut également s'utiliser en groupe. Donc, il va y avoir aussi là, ils vont filmer et en groupe et en utilisation en tête-à-tête. Ils vont enregistrer tout ça et puis après, ils vont analyser tout ça. Donc après, ils vont faire une troisième phase sur la relation patient-personnel. Ils vont regarder justement comment repérer les caractéristiques de l'intervention des soignants avec Paro. Et ils vont essayer après de leur redemander une représentation à nouveau avec Paro depuis le début, qu'ils ne connaissaient pas du tout, puis maintenant qu'ils l'ont utilisé. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a évolué? Voilà. Et en quatrième phase, la relation patient-famille. Donc pareil, avec les représentations des familles, toujours sur des entretiens, et puis filmés, et puis après à l'aide de questionnaires, voilà. Alors que l'autre c'est pas du tout ça, c'est plus, l'autre c'est vraiment de l'observation, voilà, il va identifier un petit peu avec les soignants, les familles, il va un petit peu interviewer un petit peu tout le monde, ceux qui auront eu à utiliser Paro ou dont le proche, on utilise Paro avec le proche. Et puis, il va tirer des conclusions. Donc après, on verra aussi, c'est intéressant d'avoir deux études différentes pour voir quelles conclusions, si elles vont arriver aux mêmes conclusions. Dernière question, monsieur. Oui, est-ce que vous avez comparé l'utilisation de Paro à celle d'un animal de compagnie qui ne rendrait pas Alors nous, dans l'EHPAD où je travaille, on a un chien, un chat, plus un résident qui a son propre chien. Donc en fait, oui, effectivement, on nous dit, c'est souvent de la zoothérapie en fait, où on peut faire venir un animal pour... c'est un peu compliqué parce que je vois, nous, le chien et le chat, ils sont au Cantou. Et en fait, ils ont certaines personnes du Cantou, alors maintenant ils sont habitués parce que ça fait des années que le chien est là, mais les nouvelles personnes qui rentrent au Cantou, elles ont quand même un petit peu, voilà, tous les gens qui ont pu se faire griffer, mordre, ou je sais pas, ou la peur des chiens, voilà. Après, au niveau de la douleur, honnêtement, quand on refait un pansement d'escar, c'est pas bien d'avoir un chien ou un chat à côté, et du coup, le Paro peut être quand même beaucoup... utilisé différemment en fait. On ne peut pas amener un chien, un chat pour faire diversion et canaliser l'attention de la personne pendant qu'on est en train de lui faire son escar. Et puis, quand on met Paro sur les genoux de quelqu'un ou qu'on lui donne dans les bras, il ne va pas bouger. Donc la personne, si elle ne le veut plus, elle va l'enlever. Un chien, s'il est un peu maltraité, il va partir. Là, ils peuvent le taper. Paro va réagir différemment, mais il va rester. Donc c'est ça aussi, quoi. Et surtout, je pense que l'objectif de nos études, c'était pas vraiment comparer le Paro à un animal de compagnie parce qu'on ne veut pas remplacer les animaux de compagnie par un Paro. Ça va être en plus dans la prise en charge. Ça veut dire que si on a des chiens ou des chats qui sont très rassurants, tant mieux. On verra pour ceux qui ne sont pas très rassurés par les animaux si le Paro pourrait fonctionner aussi. Donc voilà, ça va être vraiment en plus dans la prise en charge. C'est pas pour remplacer l'animal de compagnie en tout cas. Écoutez, je vous remercie pour cette présentation. Peut-être qu'elle aura pu faire des émules dans la salle avec certains qui seront intéressés par ce dispositif qui a des vertus thérapeutiques. En tout cas, l'étude peut-être le prouvera. On verra. On viendra dans 18 mois. Voilà. Alors, je crois que M. Bourrier a déjà, par contre, des résultats aux différents produits qu'il va nous présenter, puisque M. Bourrier est directeur commercial pour la société Gérip. Et va nous présenter comment rééduquer en fait par des outils numériques, par le numérique, des fonctions cognitives altérées.
ou même par des processus d'apprentissage linguistique donc dédiés aux orthophonistes. Alors oui, il y a des petits branchements numériques, je pense, à faire. Bonjour à tous. Je tenais d'abord avant tout à remercier le conseil départemental de nous avoir invités. Et c'est avec plaisir que je vais apporter notre témoignage au niveau de la télémédecine, puisque la société GERIP fait part d'une certaine expérimentation là-dessus, puisque ça fait plus de 20 ans, pratiquement une trentaine d'années qu'on édite des ressources numériques. Donc on a un retour terrain assez intéressant, parce que depuis quelques années on parle de télémédecine, mais je dirais que nous ça fait 25 ans, 30 ans qu'on a déjà pris en compte ce dispositif. Pour vous donner un ordre d'idée, pour résumer un petit peu l'antériorité de notre structure, c'est que le créateur de la société, Philippe Révy, est orthophoniste. Il a commencé à voir l'intérêt de l'outil informatique, surtout d'un écran, dans ses cabinets de rééducation, lorsque des adolescents en fait, étaient intrigués régulièrement par un ancêtre. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, ce qu'on appelle le Minitel. Et ils étaient à chaque fois bluffés de voir qu'on pouvait écrire des choses à l'écran. Et ces jeunes-là avaient souvent de la difficulté, c'était un petit peu décrocheur scolaire. Et le système classique de reprendre un cahier, un stylo, c'était quelque chose de rébarbatif. Et directement, ils étaient sur la défensive. De passer par ce biais-là, on avait un côté un petit peu médiateur. Et de fil en aiguille, comme sur le Minitel, on ne pouvait pas faire de programme, de logiciel, c'était uniquement du traitement de texte. Philippe Révy a rencontré des personnes, il s'avérait que dans son entourage, il a rencontré un informaticien, et qu'après ils ont donc développé des outils numériques de remédiation. Et on a pu, par ce biais-là, effectuer des parcours à distance, programmer des séances à distance avec des patients et avec des apprenants. C'est-à-dire qu'en 20 ans, 30 ans, notre catalogue et notre offre a particulièrement bien évolué, puisque au départ nous étions orientés principalement professionnels de santé, avec une spécialisation auprès des orthophonistes. Et depuis une dizaine d'années, on a une activité auprès des centres de formation pour travailler avec tout ce qui est adultes en situation d'illettrisme, également des décrocheurs scolaires, et une partie qui va également être illustrée dans mes propos, sur des seniors pour travailler tout ce qui est stimulation cérébrale, gym cerveau, pour venir en aide à ces personnes pour lutter contre le déclin cognitif en fait. Voilà un petit peu notre genèse, et je vais vous faire part donc de ces retours d'expérimentation en vous montrant quelles peuvent être les plus-values apportées par le numérique en fait. Donc les plus-values, elles vont se situer à deux niveaux en fait. Donc, je vais me positionner dans un premier temps d'un point de vue du professionnel, et ensuite d'un point de vue utilisateur, c'est-à-dire d'un point de vue patient ou apprenant ou résident éventuellement. Et je vais lancer les différents contenus qui vont pouvoir illustrer mes propos. Donc, dans un premier temps, pour les professionnels de santé, il faut voir que tous ces outils vont leur permettre de gagner du temps, à savoir sur de l'évaluation par exemple, on va pouvoir profiler des patients, détecter quelles sont ses forces et ses faiblesses, pour ensuite établir des parcours de rééducation, de faire du sur-mesure en quelque sorte, de proposer des parcours adaptés à leur profil cognitif. Il y a également des tris d'images, de banques de données très très rapides grâce à ces outils-là. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc là, au niveau de la ressource, en fait, c'est un dispositif en ligne sur lequel vous revoyez les 3 entrées que j'ai expliquées tout à l'heure. La remédiation plus orientée santé, la pièce de puzzle bleu plus pour les apprenants, tout ce qui concerne le public en situation d'illettrisme, et au centre de l'écran, la stimulation cérébrale.
Je vais me loguer. Donc là, on arrive à une interface. Là, c'est une interface professionnelle en quelque sorte. Je vais pouvoir lancer quelques contenus et vous montrer comment on a pris en compte les outils numériques pour gagner du temps aux orthophonistes, par exemple, pour simplifier leur travail au quotidien. Donc ici, je prends un module qui va permettre de travailler la rapidité de lecture. Normalement, ça se lance un petit peu plus vite, mais on va dire que l'ordinateur n'est pas tout à fait chaud. Donc ici, on va se trouver dans une activité où, par exemple, des professionnels de santé, pour évaluer la lecture de leurs patients, ils les mettaient sur un livre et ils prenaient une feuille et ils faisaient avancer la feuille à une certaine vitesse et ils essayaient d'évaluer la vitesse de lecture. C'est très difficile parce que d'une fois à l'autre, d'une ligne à l'autre, vous comprenez d'avancer d'une façon linéaire, ça va être compliqué quoi, de régler la vitesse de défilement. Et par le biais de ces outils-là, on va pouvoir présenter ce type de texte et jouer ensuite sur les vitesses de défilement. La contrainte que je vous ai rappelée auparavant d'avancer de façon régulière, là si je touche rien, on voit bien que ça avance toujours à la même vitesse. L'apprenant ou le patient, s'il est beaucoup plus aguerri, on va pouvoir jouer sur des vitesses de défilement beaucoup plus rapides. Ce qui permet, de façon régulière, on va voir, le professionnel de santé va voir la vitesse de lecture de l'apprenant et juste en cliquant sur les plus ou les moins, il pourra jouer sur la vitesse. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'après on peut faire, quand je vous expliquais qu'on peut faire du sur-mesure, on va pouvoir modifier ce type de texte. La modification, elle peut apparaître sur plusieurs points, c'est-à-dire qu'on peut effacer certains types de lettres, toutes les N lettres par exemple, effacer certains mots ou masquer certaines lettres. Donc là, je prends un exemple particulier, par exemple des patients, admettons, dyslexiques, c'est des publics qu'on retrouve en surreprésentation en tout ce qui concerne les décrocheurs scolaires. Donc ici, j'ai décidé de masquer tous les P et les B de mon texte. Vous voyez qu'on est vraiment dans le sur-mesure avec un patient dyslexique. On pourrait toujours travailler sur les vitesses de lecture et cumuler les vitesses de défilement en supprimant les lettres, les P, les B. J'aurais pu éventuellement choisir une suppression de mots tous les 5 mots, et ainsi de suite. Je ne vais pas tout vous montrer les possibilités, c'est juste pour avoir un ordre d'idée au niveau des possibilités. Toujours par rapport à la position du professionnel, quels sont les atouts de ces outils-là? Alors, je me positionne toujours dans un code d'orthophoniste ou éventuellement d'enseignant spécialisé, qui a des enfants, un public, même adultes, qui ont des difficultés pour oraliser certains mots. On va par exemple, je vais vous prendre un exemple de personnes qui ont du mal à prononcer tous les che par exemple. Des gens qui peuvent avoir ce qu'on appelle un schlintement, un zozotement. Ici, très rapidement, par l'outil informatique, on va pouvoir sélectionner des bases de données de mots commençant par le phonème che par exemple. C'est-à-dire qu'en l'espace de 30 secondes, on va sélectionner 200 à 300 mots, ce qui va être beaucoup plus rapide que de les rechercher manuellement dans un dictionnaire ou il y a des jeux au carton qui existent à ce biais-là, et là on va être sur des tris beaucoup plus rapides. Excusez-moi, le débit est un petit peu lent. Donc, par exemple, comme pour illustrer mes propos, donc je sélectionne des mots commençant par un phonème précis. L'ordinateur, vous voyez qu'il affiche une liste de mots sur la gauche, il a sélectionné certains mots. C'est 50 mots qui commencent par ce phonème-là. Donc là, pour le formateur, le professionnel de santé, c'est très rapide et très facile pour proposer des banques de données que l'on peut faire défiler à souhait. Et là, l'exercice, c'est le patient doit dénommer les images et travailler sur cette prononciation du che, par exemple.
Vous pouvez masquer les mots en dessous, il y a tout un tas d'options, imprimer des images, et ainsi de suite. Donc là, l'idée, c'est vraiment un gain de temps pour le professionnel de santé. Et si je reviens à mon diaporama, concernant l'utilisateur, l'intérêt, il est dans l'idée que, c'est ce que j'ai un petit peu émis tout à l'heure, c'est que l'ordinateur, il a un côté, il est neutre. Il y a beaucoup d'enfants en échec scolaire ou d'adultes illettrés qui ont été stigmatisés dans leur enfance également par leurs difficultés d'apprentissage, qui ont du mal au niveau de la relation avec un professeur, parce qu'ils ont toujours l'impression d'être jugés, d'être mis un petit peu en échec. Alors que l'ordinateur, il a ce côté neutre, cette neutralité, c'est-à-dire qu'il ne juge pas en fait. Et dans beaucoup de modules, il y a aussi un côté ludique, un côté stimulant. Donc là, si je vous remontre un exemple plus axé pour des jeunes publics, il y a beaucoup d'enfants qui ont du mal à susciter l'intérêt de lire. C'est-à-dire que quand on les met face à un livre, ils vont se bloquer parce que pour eux, c'est un côté pas très ludique. Et dans les modules, les logiciels, on a des aventures pour travailler avec un jeune public au niveau de la lecture, pour susciter l'intérêt de lire. C'est-à-dire qu'on est dans une aventure où le patient est lui-même le héros. C'est ce qu'on voit de plus en plus dans les livres interactifs sur tablette en quelque sorte. Et l'apprenant, le jeune, il va être confronté à 2 ou 3 choix dans une page d'une histoire et devoir lire quelle est la bonne réponse pour avancer au fur et à mesure. Le réseau, là c'est indépendant de ma volonté. Donc là, le début du texte qui apparaît, on peut avoir un retour oral, donc je vais accélérer. Et là, l'intérêt, en fait, au niveau de la lecture, c'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer un support texte, et l'apprenant, là on est sur des jeunes publics, va être obligé de lire les consignes pour progresser au fur et à mesure. Donc là, on est vraiment au niveau des gains, des plus-values apportées par l'outil, sur un intérêt de lire auprès de ce jeune public. Donc là, c'est vraiment les atouts et les plus-values apportées pour l'utilisateur. Après, il y en a beaucoup d'autres, puisqu'il va y avoir de la remise en confiance. C'est-à-dire qu'on a des outils, par exemple, d'évaluation, où, quand on a obtenu le profil d'un jeune, on va lui prescrire et lui conseiller des parcours de remédiation, ensuite d'entraînement, pour le faire progresser dans certains domaines. Et nous, notre credo, c'est de travailler sur la façon d'apprendre à apprendre. Et l'idée, c'est d'encourager les parcours de remédiation qu'on va proposer à l'apprenant. On va partir de ses points forts. C'est-à-dire que l'évaluation, on va dire par exemple, c'est un apprenant qui est relativement fort en langage écrit. Et bien les exercices qu'on va proposer, on va d'abord partir sur le langage écrit pour le mettre en confiance, pour pas qu'il soit en échec, pour partir sur des choses sur lesquelles il se sent le plus à l'aise. Et au fur et à mesure, on intégrera d'autres notions sur lesquelles il a pu être plus en difficulté, savoir peut-être la reconnaissance de son, ça viendra au fur et à mesure. Donc ça, c'est les plus-values avec les entrées pour professionnels et pour l'utilisateur. Ensuite, si on avance un peu au niveau des perspectives d'avenir, comment on va pouvoir encore plus pousser sur la télémédecine. On a des exemples, par exemple, de situations. Cette ressource, elle est très utilisée au Canada. Au Canada, je vous explique, ils ont sur la partie française, au Québec, ils ont une géographie beaucoup plus éclatée que la nôtre et des distances très importantes. Il y a beaucoup moins d'orthophonistes qui sont appelés des logopèdes dans ce pays. Et les enfants, quand ils sont à 300-400 km d'un cabinet d'orthophonie, ça va être compliqué d'y aller. L'hiver, en plus, il y a souvent de la neige, les transports sont difficiles à assurer. Donc la partie télémédecine, le fait de pouvoir que le professionnel de santé puisse créer des parcours de remédiation, les envoyer à distance aux patients pour qu'ils puissent les réaliser chez lui, ça va être très intéressant puisque du coup, il va avoir le professionnel va avoir une remontée des exercices. Il y aura un échange sans forcément qu'il y ait eu une rencontre sur place, ça aura pu se faire à distance.
Et sur ce type d'expérimentation, on a un client aussi qui est donc installé en France, qui a monté une société qui s'appelle e-orthophonie. Et ce client-là, lui, il utilise notre ressource et également une orthophoniste pour travailler avec des résidents français à l'étranger. C'est-à-dire qu'à l'étranger, des expats qui n'ont pas accès à des orthophonistes sur place utilisent cette ressource pour pouvoir travailler par l'intermédiaire d'un orthophoniste pour continuer à prescrire des exercices et avoir un échange avec eux. L'idée dans les années à venir, je pense que ce qu'il faudra au maximum, c'est ce qu'on appelle contextualiser les contenus. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, la contextualisation des contenus. Ça peut être par exemple pour des apprenants, on a des contenus, nous, pour travailler sur de la géométrie, sur des révisions de règles de mathématiques qui peuvent s'adapter à des menuisiers par exemple, à des carreleurs. Là, on pourrait proposer des mises en situation beaucoup plus poussées pour adapter vraiment la contextualisation au maximum, c'est-à-dire être vraiment face à un chantier où on exporte l'apprenant et directement il va pouvoir travailler la révision de ces règles de calcul sur un chantier par exemple. Donc on a également nous développé ce qu'on appelle quelques serious games. Donc je peux vous montrer, on a une petite bande-annonce à ce titre-là pour que vous ayez un ordre d'idée des contenus. 2 minutes. Alors, très brièvement, je vais lancer la bande-annonce. Je m'appelle Tom O'Connor et je suis archéologue. Enfin, je l'étais. Mon prof à l'université me disait toujours que dans ce métier, il faut savoir refuser les propositions alléchantes. Je ne l'ai pas écouté. J'ai monnayé mes services aux plus offrants. Comme chacun sait, les plus offrants sont rarement les plus honnêtes. C'est comme ça que j'ai fini par me perdre, en acceptant des missions de plus en plus risquées pour quelques billets de plus. Pour fuir tout ça, j'ai dû me cacher. Heureusement, des gens m'ont ouvert les portes de leur village. Donc, le temps étant compté, je ne vais pas aller plus loin. Donc cette bande-annonce d'un serious game qui s'appelle Tom O'Connor sert à évaluer des apprenants dans un jeu ludique. C'est-à-dire qu'ils vont rencontrer des personnages et à ce moment-là, on va leur poser des questions et eux, ils vont être en immersion. Ils ne vont pas avoir l'impression d'être évalués, ils vont être dans une partie plus jeu, ce qui fait que le jeune aura plus de facilité, plus de sympathie envers ce jeu-là. Ce qu'on appelle la notion de serious game, c'est vraiment traiter de façon ludique certains éléments. On essaye de contourner un petit peu son attention. Donc ça, c'est des perspectives d'avenir sur des serious games qui peuvent s'adapter en fonction du profil des apprenants et de la cible auquel le jeu est destiné. Merci. Et comme on était dans une serious conférence, on était obligé de serrer un petit peu le timing. Je suis vraiment désolé d'être obligé de regarder la montre. Finalement, on a peut-être 20 minutes de retard, c'est ça? C'est pas grave. On va peut-être laisser la place à quelques questions. Pour M. Mourier, est-ce que vous avez des questions dans la salle? J'en ai peut-être une par rapport au test d'usage. C'est vrai que quand il y a un nouveau produit de ce type qui se réfléchit, est-ce que vous avez des liens avec des orthophonistes ou avec des patients qui vont tester avant la commercialisation? Comment ça fonctionne? C'est une excellente question. En effet, nous, on travaille déjà avec plus de 10 000 orthophonistes. Donc après, on a des orthophonistes relais sur le terrain. Et surtout, on a une forte expérimentation avec des laboratoires de recherche. On travaille avec 5-6 laboratoires de recherche depuis de nombreuses années. En région lyonnaise, il y a le laboratoire de EMC, étude des mécanismes cognitifs à Lyon 2, qui est géré par Jean Récal. Ces laboratoires de recherche nous servent dans la conception de produits, nous accompagnent sur certains produits et nous servent surtout pour étalonner ensuite les logiciels auprès des applications, auprès de publics cibles. Bien entendu, comme nous, on a des comptes à rendre vis-à-vis des caisses primaires, on est obligé d'avoir testé les ressources en amont, de montrer qu'il y a un effet positif à l'utilisation de ces applications. Ça, c'est pour la partie santé. Et pour la partie plus en lien avec les publics adultes illettrés, on a également ici des centres de formation avec lesquels on a un fort partenariat. Par exemple, on travaille avec des dispositifs mis en place par
l'armée dans les territoires d'outre-mer. Là, il y a un fort taux d'illettrisme. On a pratiquement 6000 jeunes qui utilisent depuis 5 ans les ressources là-dessus. Donc ça nous permet de tester sur des cohortes assez importants de pratiquants, d'utilisateurs pour voir les retours qu'on peut escompter et comment on peut améliorer les outils par la suite. Écoutez, je vous remercie. Il y avait une dame qui a dû partir, qui avait une question en réserve. Je suis désolé pour elle. On ne pourra pas prendre sa question. Écoutez, je vais donc conclure cet atelier sur la santé connectée en remerciant les intervenants qui ont bien accepté de participer.